Bonjour Sama Karaki. Merci d'être avec nous dans le cadre de ce colloque sur les nouvelles pratiques du journalisme, donc consacré à la thématique de la polarisation. Donc vous êtes docteur en neurosciences, spécialiste du dialogue entre les sciences naturelles et les sciences sociales, et vous avez publié en 2023 « Le talent est une fiction ». Dans cet essai, vous cherchez à déconstruire l'idée même du talent. Selon vous, rien n'est inné. La réussite scolaire, par exemple, est le fruit d'une combinaison d'envie, d'efforts, d'environnement familial et culturel. Et dans un deuxième ouvrage paru en octobre dernier, L'empathie est politique, vous vous concentrez cette fois-ci sur l'empathie, cette capacité à comprendre le ressenti de l'autre, dont dépend aussi notre capacité à faire société. Mais vous postulez également que cette empathie est par nature faillible, donc elle n'est pas un rempart à la déshumanisation, et en cela, elle prône des mesures collectives, politiques et sociales. Alors peut-être une première question sur notre cerveau, pour commencer cette interview. Pourquoi notre cerveau n'aime-t-il pas la nuance? Pourquoi est-ce que notre cerveau est à ce point attiré par les messages polarisés? Bonjour tout le monde. Alors, notre cerveau, il aime bien les catégories nettes, concrètes, pour satisfaire deux besoins. Alors déjà, il faut rappeler que ce que vous avez dans vos crânes en ce moment, c'est ce qu'avaient aussi nos ancêtres. Et à l'époque, on n'avait pas besoin vital de prédire l'avenir. Il fallait s'en sortir dans le jour et les jours qui viennent. Donc, on n'a pas des circuits qui différencient entre une incertitude liée au fait que je vais me faire agresser physiquement et une incertitude liée à ce qui va se passer dans le monde. Donc, en quelque sorte, quand vous êtes face à l'incertitude, vous avez les mêmes circuits qui sont activés que quand vous avez une intoxication alimentaire ou quand vous avez une nausée, en quelque sorte. Donc personne n'a envie d'une nausée, n'est-ce pas? Donc on veut arrêter la nausée et on l'arrête avec les certitudes. Donc le premier besoin qu'on cherche à satisfaire, alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu des neuroscientifiques vous dire que le cerveau est fainéant, j'en fais pas partie, je dirais plutôt qu'il est efficient, c'est-à-dire qu'il souhaite plutôt, enfin il souhaite, j'en parle comme si c'était, c'est-à-dire que il est, dans l'évolution de notre espèce, il est préférable qu'on garde l'énergie le plus possible. Donc ce premier besoin, c'est un besoin d'efficience. Et la nuance nous demande de dépenser de l'énergie pour faire une réduction de l'incertitude. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui ressemble à des catégories claires que nous faisons du monde. Alors ça, c'est un phénomène qui se passe très très rapidement, les catégories. Donc là, vous m'avez vu monter, vous m'avez déjà casé quelque part. Et moi, j'ai enlevé mes lunettes, mais ce que j'arrive à voir, je peux catégoriser aussi les gens par rapport à ce que je connais un peu de ces traits. Voilà, par rapport à ce que je connais déjà de ceux et celles qui vous ressemblent. Donc c'est un phénomène très rapide qui cherche à nous aider à simplifier le monde et à naviguer les interactions sociales. Mais je vais rajouter aussi un deuxième besoin que la nuance met en difficulté, c'est le besoin de cohérence. Et le besoin de cohérence, ça veut dire une cohérence par rapport à quoi? Par rapport à ce que j'ai déjà appris du monde. Ce que vous appelez peut-être biais de confirmation, mais il faut aussi le pousser un peu plus loin, c'est-à-dire c'est pas juste une confirmation d'information, on en parle beaucoup, le biais de confirmation, ça veut dire notre tendance à chercher naturellement et spontanément des informations qui vont dans le sens de ce que nous avons pensé. Mais il y a aussi en fait un besoin de cohérence morale. Ça veut dire de se coucher le soir en disant « je suis pas mal comme personne ». Voilà. Donc ça aussi, il faut le rajouter à l'équation parce que je sais qu'on va parler de polarisation et le besoin de se dire que nous avons raison moralement, c'est un besoin qui nous permet en fait de ne pas être continuellement en tension avec soi-même. Donc voilà, besoin d'efficience et besoin de cohérence que la nuance met en difficulté et c'est pour ça on l'évite. Et donc si on applique un peu ce que vous expliquez sur les réseaux sociaux, comment est-ce que vous pouvez expliquer que les messages qui sont polarisés et très souvent haineux sont plus partagés ou remontent plus sur les réseaux sociaux que les messages purement factuels et rationnels? Est-ce que c'est lié à notre cerveau? Alors un message haineux peut très bien être factuel. Ça me permet de faire une petite nuance sur l'idée des fake news, parce qu'on suppose qu'une information
haineuse, ou que l'idée d'une fake news, c'est juste une information qui est fausse. Or, elle peut être très bien vraie, mais elle ne représente pas le réel. Ça veut dire, par exemple, je peux très bien montrer qu'un migrant a violé une femme. Ça peut être une information vraie. Mais si je la présente avec une fréquence qui ne représente pas le réel statistiquement, là, je suis en train de créer une fake news. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est parce qu'elle est partagée, parce que ceux et celles qui la partagent ont envie de confirmer et d'être en cohérence avec leurs idéaux et leurs opinions du monde. Donc, combattre les fake news en pensant juste à la vérification de l'information, on passe à côté du fait que nos cerveaux construisent le réel avec une suite de disponibilité de l'information, donc de répétition de l'information. Donc, une information, elle peut être très bien vraie, factuelle, concrète, mais sa présentation permet de fausser la perception du réel. Et pourquoi elle est partagée? Parce qu'on a envie, et ce n'est pas parce qu'elle est haineuse, en fait, voilà, parce qu'on voit une information négative, haineuse, et on est attiré par cela. C'est faux, parce que quand on regarde le profil des personnes qui partagent des informations haineuses, on va trouver des personnes qui ont en cohérence avec leur vote, avec leur position dans le monde. Donc si vous trouvez une information qui suggère un certain racisme, ce n'est pas parce qu'elle est haineuse qu'elle est partagée, elle est partagée parce qu'il y a beaucoup de personnes racistes. Et par rapport à ça, donc, vous venez d'expliquer que c'est donc la présentation du message, notamment sur les réseaux sociaux, qui va compter. Et et justement, pourquoi ces messages qui vont être les plus relayés jouent sur l'émotion, en tout cas dans le cerveau? Qu'est-ce que ça nous produit, nous, dans notre cerveau, et pourquoi ça nous touche particulièrement? Alors, il faut peut-être rappeler comment nous, neuroscientifiques, on définit l'émotion, parce que je sais qu'il y a tout un carnage linguistique qui existe dans tout dans tout ce qui est en lien avec le domaine affectif. Et je pense que si je veux pointer du doigt, ce serait le domaine de la psychanalyse qui a un tout petit peu créé beaucoup de confusion autour de tout ce qui est émotionnel en le renvoyant à l'inconscient. Alors du coup, l'émotion, ce sont des erreurs de prédiction. Donc ce sont des informations très précises, pas du tout chaotiques, pas du tout irrationnelles. Enfin, je veux dire, parce qu'il faut aussi sortir de la dichotomie raison-émotion. L'émotion, par exemple, là, on est là au calme, et puis un téléphone qui sonne très fort, mais avec, je ne sais pas, une chanson à laquelle on ne s'attend pas. Donc, en tant qu'être humain, on va rigoler, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons pas cette prédiction dans notre système d'attente. Et donc, l'humour, par exemple, c'est une erreur de prédiction. Si vous voulez être une bonne personne qui fait des blagues, il faut que vous surprenez. L'horreur aussi, et la peur, c'est une erreur de prédiction par rapport à mes attentes de sécurité. Et quand je regarde une information, elle suggère une erreur de prédiction, et c'est ça qui va faire, par exemple, le contenu viral. En effet, le contenu viral, il dépend de à quel point il y a un écart entre l'attente et la façon avec laquelle une information elle est posée. Voilà. Donc un peu, c'est ce qu'on fait aussi dans nos relations intimes et personnelles pour surprendre, pour attirer l'attention. Quand on dit attirer l'attention, ça veut dire provoquer une erreur de prédiction. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cerveau si je provoque une erreur de prédiction? C'est ce que vous cherchez aussi quand vous choisissez un titre pour aujourd'hui, ou pour vos articles, ou pour vos films, ou je ne sais ce que vous allez faire. Vous allez choisir quelque chose qui fait quoi? Qui fait attirer l'attention des gens. Parce que quand l'attention est là, il y a la possibilité d'apprendre. Tout simplement, c'est-à-dire qu'il y a une forme de moteur intrinsèque qui permet d'activer la mémoire vive, la mémoire de travail. Si je n'ai pas de mémoire de travail, je ne vais pas apprendre, parce que c'est un peu comme si vous ouvrez un fichier sur un ordinateur, c'est ce qui vous permet de le sauvegarder plus tard. Et donc, il faut cette énergie au tout début, et c'est ça l'attention. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de contenu catchy, de contenu qui attire, parce qu'en fait, on veut attirer cette denrée très précieuse
que nous avons, que ce soit dans nos relations intimes ou dans notre de traitement de l'information. Donc, en fait, et on le fait en créant une erreur de prédiction. Alors justement, vous postulez que notre empathie découle de notre vision du monde. Nous sommes donc à l'école de journalisme. Quel est le rôle des médias dans la construction de notre rapport au monde ? Alors, notre rapport au monde, pour continuer sur le fil de la question de l'attention, comme on n'a pas beaucoup d'attention, on fait des choix dans le domaine des possibles, en quelque sorte dans ce qui nous entoure. On est une espèce qui ne vit pas très longtemps, qui dort beaucoup et qui, de la moitié de la journée, rêvasse. Donc, du coup, il nous reste très peu de temps pour ce qu'en anglais on dit pay attention, parce que c'est cher, donc de prêter notre attention. Et donc, naturellement, on va la prêter à ce qui nous est présenté devant nos sens. Voilà. Et quand je dis sens, je dis aussi dans notre sens d'interprétation, parce qu'il n'y a pas que 6 sens ou 5, il y en a jusqu'à 12 qu'on travaille dans les laboratoires. Et donc, voilà, si vous voulez, ce qui m'est présenté devant moi, c'est ce que je vais sélectionner au départ pour que je puisse apprendre. Donc, par apprendre, je veux dire créer ma représentation du monde. Donc, ça va être d'abord les gens qui me sont proches, les gens avec qui je partage des expériences. Et ça peut être très simple, c'est-à-dire là, si on passe toute la journée ensemble et qu'on vit des erreurs de prédiction partagées, à la sortie de cette salle, on n'est plus familiers les uns pour les autres parce que nous avons eu une expérience partagée. Ça a été étudié par des personnes qui voient un film au cinéma et qui rigolent et qui ont peur. Et à la sortie, ils ont de l'empathie les uns pour les autres parce qu'ils ont partagé une expérience. Donc là, réfléchissez du coup avec qui on partage le plus d'expériences, avec les gens qui nous ressemblent, qui sont proches géographiquement, culturellement. Voilà, donc il y a cet argument de proximité. Et pas que, parce qu'il y a aussi avec les personnes avec qui nous sommes d'accord moralement, je ne sais pas si on va définir cette idée, mais ça veut dire que nous avons les mêmes attentes de comment il faut qu'on soit traité, comment il faut traiter les autres. Et donc ceux que nous considérons égaux à nous, humainement parlant, ça veut dire dans la sensibilité. Et attention, c'est en sensibilité, je ne peux pas dire émotivité, ça veut dire, voilà, c'est qu'est-ce qui nous émeut, qu'est-ce qui nous trouble dans les comportements, à quel moment on dit ça se fait pas. Voilà. Et les médias, déjà, ils nous présentent les personnes plus ou moins proches de nous, ça veut dire plus ou moins humanisées. Par humanisé, ça veut dire familier. Alors, qu'est-ce qui nous est le plus familier? C'est c'est d'être né d'une mère, d'avoir des frères, des sœurs, des amis, des vies. Voilà. Donc, les médias choisissent quelles histoires on raconte. Par exemple, si je prends l'exemple de victimes, c'est les médias, les cadrages médiatiques qui décident de faire je prends l'exemple, par exemple, pendant la guerre au Liban les 2 mois passés, on aurait trouvé un Libanais de 2 ans qui aurait émergé des décombres. Voilà, ça c'était le titre d'un article. Donc ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un bébé, ce n'est pas un orphelin parce que le reste de sa famille était mort, c'était un Libanais de 2 ans qui est acteur de son sort parce qu'il aurait émergé des décombres. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait dans ce titre? Déjà, on rend la victime moins victime parce qu'elle est sujet, elle est actrice. Et en plus, on utilise un terme qui ne nous permet pas de l'imaginer parce qu'un Libanais de 2 ans, on n'imaginait pas l'enfant. Et dans d'autres situations, on va parler de soldats, mais on nomme des adolescents, parce qu'ils auraient 18 ans. Donc du coup, adolescents, on se dit, ça va, ils ne sont pas si rationnels que ça. Et donc, voilà, il y a les cadrages iconographiques, il y a le choix des interlocuteurs, il y a le temps que nous passons, parce que rappelez-vous, le temps, donc, c'est l'attention, donc ce que je vais construire comme représentation. Et il y a aussi, comme je vous ai parlé de la proximité morale, il y a comment je représente l'autre comme étant une menace, comme étant déviant moralement. Et ça, c'est très simple à faire, c'est-à-dire du moment, par exemple, où j'en renvoie toute une population à un groupe monolithique
qui serait menaçante, déviante, obsédée sexuellement, terroriste. Et donc, en fait, comme on a tous et toutes peur de ça, je n'éprouve plus un sentiment de proximité parce que je vais éprouver un sentiment de proximité avec les victimes qui me ressemblent en tant que femme fragile qui seraient donc potentiellement attaquées par des migrants qui traversent la Méditerranée. Ils n'ont qu'une obsession, trouver une femme européenne et la violer. Et donc je finis réellement par construire cette représentation du réel. Alors, bien sûr, il ne faut pas non plus s'arrêter aux médias, parce que derrière les médias aussi, il y a des politiques. Là, je cite par exemple toute l'entreprise du gouvernement Bush de sciemment déshumaniser les victimes afghanes en empêchant tout reportage qui en fait décrivait les mariages qu'on faisait bombarder par erreur avec 350 victimes, un soldat qui sort la nuit et qui tire sur des familles parce qu'il aurait trop bu. Et en fait, toutes ces histoires n'ont jamais été couvertes, alors que la vie du soldat américain, quand il était décédé, en fait, on avait des reportages sur son enfance, sur la façon avec laquelle il mange une pizza et tout le deuil qui suit. Donc on rend en fait une vie plus ou moins endeuillable, plus ou moins effaçable. Et en plus, ce que les médias peuvent faire aussi, c'est de rendre la mort et l'effacement légitimes en plaçant cette vie comme étant menaçante, d'où l'intérêt donc, et le besoin de l'effacer. Je pense que l'exemple le plus malheureusement réussi de l'histoire, c'est ce que en fait les ministres de la propagande nazie a réussi en quelques mois à renvoyer, essentialiser la communauté, par exemple juive, à un ensemble de traits déshumanisants. Et on peut rajouter à déshumanisant, infrahumanisant. Ça veut dire que non seulement on peut les animaliser, mais on peut aussi les renvoyer à... Alors, ils sont humains, par contre, ils manqueraient de la supériorité morale qu'aurait la race aryenne comme c'était présenté. Donc du moment où on arrive à faire ça, ça veut dire on peut aussi bactériariser. Pardon, je parle beaucoup. Donc bactériariser, ça veut dire renvoyer en fait une population à une forme d'infection qu'il faut éradiquer. Et là, le choix des animaux aussi, c'est très intéressant parce que l'animal qu'on choisit pour représenter une population définit en quelque sorte ce que nous voulons en faire. Et c'est là que l'animalisation, c'est un processus, ce qu'on appelle de déshumanisation animale, comparé à une déshumanisation mécaniste dans laquelle j'objective les femmes. Et là aussi, les médias peuvent objectiver une femme victime, par exemple, d'une violence en fait, en la rendant sujet du malaise ressenti par l'homme, par exemple. Ça, je renvoie au travail de Rose Lamy, défaire les discours sexistes dans les médias, qui montre à travers en fait, la façon avec laquelle on fait des tournures de phrases, comment on peut objectiver, enlever l'agentivité d'une personne, ou au contraire, lui donner l'agentivité quand elle nuit. Voilà. Mais justement, est-ce que notre cerveau peut lutter contre ça, contre ces normes déshumanisantes qui sont assez insidieuses Alors, il y a une façon d'aborder l'apprentissage, déjà, avant même d'aborder les titres ou la façon avec laquelle on couvre un sujet, ou on ne le couvre pas, on l'invisibilise. C'est ce qu'on appelle un apaisement alerte. Alors, l'apaisement alerte, c'est tout ce que les pédagogies cherchent à faire chez vous. Par exemple, quand vous apprenez, ce qu'on fait aussi chez Relaxed Alertness, ce qu'on cherche à faire dans les pédagogies alternatives, par exemple, c'est de créer des environnements. Là, par exemple, les sièges, ils sont confortables, mais pas trop. Vous voyez, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop confortable, sinon vous allez dormir. Et ça, c'est réfléchi, hein, ça a été pensé. Pareil pour les lumières et la température de la pièce. On pense à créer une forme d'apaisement, mais un tout petit peu alerte, un peu, 37,5, mais parce que si c'est 39, ça ne va pas, et si c'est 36, ça ne va pas non plus.
Alors, donc, ce qu'on peut faire nous-mêmes quand on est face à de l'information ou face à un film au cinéma ou face à une littérature qui vient nous raconter l'histoire d'un jeune de la banlieue, par exemple, ça aussi, hein, enfin, je veux dire, d'avoir ce qu'on appelle une lecture anxieuse. Ça veut dire, je lis, je m'informe, mais je suis anxieuse en me demandant... c'est-à-dire en me demandant qu'est-ce que ça aurait pu être autrement. Et donc, c'est une dépense énergétique, c'est pénible, hein, mais une lecture anxieuse, c'est peut-être la meilleure réponse que nous pouvons donner à toutes les accusations de cancel, en quelque sorte, de produits artistiques ou de produits d'essais de personnes problématiques, c'est-à-dire qu'on peut les lire avec une lecture anxieuse. Voilà. Et donc, nous pouvons apprendre à notre cerveau ce qu'on appelle une résistance cognitive. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le système 1, système 2, qui est un modèle développé par Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002. Les biais cognitifs, vous voyez, les biais cognitifs comme biais d'information, en fait, c'est un peu le papa de pas mal de biais, parce qu'il a beaucoup travaillé sur des biais, donc il a caractérisé jusqu'à 130 biais cognitifs avec son équipe de recherche. Donc il a publié Système 1, Système 2, que vous pouvez retrouver un peu l'histoire de cette idée que nous aurons un système de décision délibérée comparé à un système un peu plus automatique, et que les biais arrivent parce qu'on préfère le système automatique, ce qui est normal, hein. Pourquoi ne pas utiliser un système qui dépense moins d'énergie, qui est plus rapide. Donc c'est justement, pardon, c'était... Est-ce qu'on peut faire quelque chose à notre cerveau? Alors, donc système 1, système 2. Aujourd'hui, nous avons un chercheur français qui s'appelle Olivier Houdet, qui a publié un tout petit livre dans Que sais-je, qui s'appelle L'intelligence, si vous intéresse, parce qu'il présente un peu le petit grain qu'il rajoute à ce système 1, système 2. Donc, système 2, c'est le système délibéré, et système 1, c'est le système automatique. Okay? Et donc, lui, il dit, je vais rajouter un système qui s'appelle système 3. Et ce système 3, c'est le système arbitre qui dit, est-ce que à ce moment-là, je me laisse aller à l'automatisme, je suis trop fatiguée, quoi, ou est-ce que j'ajoute cette alertness, cette anxiété à la lecture que je fais? Un peu comme si vous avez en fait une amie ou un ami qui vient de vivre un chagrin d'amour, il vous raconte ce qui lui arrive, donc vous dites, ok, je suis là, je t'écoute, mais je reste un peu alerte, que peut-être il y a une autre version de l'histoire. Vous voyez un peu cette anxiété que nous pouvons avoir. Alors je l'appelle anxiété, mais dans le sens, j'ai une résistance cognitive à complètement absorber cette histoire. Mais je suis là pour toi, hein. Faites quand même un petit tisane à vos copains, mais vous vous dites quand même qu'il est possible que ça ne soit pas ça le réel. Et bien cette attitude que notre cerveau peut avoir, c'est une attitude, on va l'appeler système 3, mais enfin, c'est un modèle, hein, ce n'est pas qu'il y a un système 3, même si Olivier Houdet caractérise son emplacement précis dans le cerveau, mais on peut dire que c'est cette capacité de se regarder penser et de ne pas être tout à fait d'accord. Voilà. C'est très beau, c'est très élégant. Donc, vous voyez, imaginez, là, je vous dis ça et je me dis, j'aurais pu expliquer autrement. Voilà, mais je vis avec ce malaise. Après, voilà, c'est 15 minutes et c'est fini. Mais du coup, c'est une complicité que nous pouvons avoir avec soi en disant, je comprends pourquoi tu préfères les automatismes, mais on va garder un petit regard sur ce que je lis. Et je n'ai plus le nom, mais si vous cherchez anxious reading, ou cette lecture anxieuse, c'est un chercheur en fait en littérature qui propose cette façon d'aborder comment les histoires sont racontées. Parce qu'il a fait une analyse de la représentation des femmes dans la littérature du XXe siècle. Et il dit qu'on peut très bien, par exemple, aimer Belle du Seigneur, tout en se disant qu'est-ce que cela peut nourrir en moi comme injonction sociétale sur ma tête le matin, par exemple. Enfin, c'est un exemple. Et pour prolonger sur la question du désaccord, on a vu aujourd'hui, depuis quelques années dans les médias, une hausse assez significative du nombre de débats entre éditorialistes, entre experts.
Alors, je ne vise pas seulement CNews, parce que toutes les chaînes d'information sont concernées, même les matinales d'information, les émissions du soir. À quel point ces émissions de débat ont-elles modifié notre perception du monde, ou même ont pu contribuer à la polarisation de la société? Et finalement, puisqu'on parle de débat, est-ce que nous sommes toujours aussi réceptifs à la contradiction, si tant est que l'on est alors, c'est là où je veux revenir à cette définition que nous donnons de fake news. Et donc, il faut aller plus loin, creuser dans ce qui fait qu'on a envie de croire à une information, plutôt qu'à d'aller creuser l'information elle-même. Et de la même façon, c'est intéressant parce que à la fois on est en train de faire un talk sur la disparition de la nuance, mais en fait, il y a beaucoup de ces débats qui cherchent précisément la contradiction, qui cherchent précisément de mettre deux personnes complètement en désaccord pour que ça puisse aussi créer cette erreur de prédiction et créer de l'émotion finalement. Donc en fait, on ne peut pas dire que, au contraire, quand on refuse de débattre avec des personnes qui ne sont par exemple affiliées à des courants d'extrême droite, on nous dit qu'on n'aime pas la nuance. Donc en fait, il faut aussi... ce n'est pas parce qu'on débat avec des personnes qui ont des points de vue différents que soi qu'on est en train de servir et de nourrir l'intérêt de la nuance et de la contradiction. Pour qu'on puisse faire ce travail très beau, d'ailleurs il y a un terme en arabe qui n'existe pas en français, qui signifie le plaisir que nous ressentons quand on creuse une pensée avec une personne qui ne pense pas comme soi. Ça, c'est quand, à l'époque où ça allait bien, si vous voulez, au Proche-Orient, on s'asseyait comme ça dans des salons et on y avait en fait le plaisir, c'était qu'on débatte des idées et ça pouvait durer des heures et des heures et des heures. Mais il ne faut pas finir d'accord. Il faut toucher à ce plaisir, un peu comme quand vous faites du sprint et au bout d'un moment vous ressentez cette endorphine libérée et qui naît du fait que, en creusant, parce qu'on n'est pas d'accord, on a en fait amélioré la qualité des arguments. On a partagé plus d'arguments parce que ce qui est étudié, analysé, que ce soit dans des dispositifs apolitiques, comme par exemple résoudre un exercice de trivia, ou des débats entre démocrates et républicains sur des questions, en fait, on met les personnes dans ces dispositifs et on observe la qualité des arguments proposés. Et on voit que l'hétérogénéité des personnes présentes provoque, qualité des arguments qui est plus exigeante, parce que je me dis, l'autre, il ne comprend rien, donc je vais améliorer mes arguments. 2, la quantité d'arguments partagés, parce que je ne suis pas dans un faux consensus dans lequel je me dis l'autre, il voit le monde tel que je suis, donc je vais préciser de quoi il s'agit. Et 3, il y a plus de pensées divergentes, donc il y a plus de créativité en quelque sorte dans les solutions que nous proposons. Alors tout ça, c'est pénible, hein. Tout ça, c'est pénible, un peu comme un sport cognitif, mais ça provoque une amélioration de la qualité d'arguments que nous pouvons ressortir et finalement un repos qui suit un peu. Voilà, c'est ça qui se passe quand vous faites du sport pendant 1h30, vous avez une libération d'endorphine et c'est ça ce terme qui est beau en fait, qui avec vos amis peut-être vous pouvez débattre pendant 2 heures, il n'y a pas d'enjeu de jugement et vous finissez en feu, voilà, on va prendre un chocolat chaud. Donc c'est ça le débat de contradiction, ça veut dire long. Il faut donner le temps à ce débat. Il faut creuser au-delà des premières, de la superficie de la contradiction. Et donc, il faut des personnes, pour qu'on puisse creuser 1h30 d'un débat sur que ça soit télévisé, il faut qu'on ait des choses à dire. Et c'est là où le problème de la présence d'éditorialistes, que vous appelez toutologues, ou ça peut être très intéressant aussi de voir des personnes qui ont un regard un peu... mais c'est que comme il n'y a pas beaucoup d'informations, comme il n'y a pas beaucoup de profondeur par rapport à ce sujet, on ne peut pas mener ces débats. Je veux dire l'exemple type, la métaphore un peu de l'incapacité de creuser des arguments et d'améliorer leur qualité, c'est Donald Trump. Ça veut dire que c'est une personne qui est en capacité de danser pendant 20 minutes, mais c'est parce qu'en fait, c'est une personne qui assume le fait qu'elle ne veut pas dépenser de l'énergie pour approfondir un sujet. Et donc, je pense que les dernières élections sont un peu typiques de ce refus, de ce désintérêt de creuser les sujets, d'où le fait qu'il y a eu un seul débat télévisé entre... alors, en fait, ce que vous dites là, c'est des débats entre deux personnes contradictoires, mais on n'a même pas eu ça. On n'a même pas eu ça. On a eu Donald Trump qui parle 3 heures avec un podcasteur qui est d'accord avec lui.
Là, on a pu creuser. Donc, vous voyez que, en fait, non, il y a une prétention de refus de la contradiction, mais au fond, la contradiction qui creuse, elle n'est pas possible, elle n'est pas présentée. Donc, accepter de débattre avec une personne qui ne pense pas comme nous, à condition que l'on puisse creuser jusqu'à se mettre et mettre l'autre en difficulté, parce qu'on creuse, en fait, les arguments, ils creusent en complexité. Merci beaucoup, Sarah Karaki, d'être avec nous ce matin. On va laisser quelques minutes aux étudiants pour poser leurs questions. Un grand merci. En effet, on va ouvrir aux questions de la salle. Donc, si vous avez une question, je vous invite à vous lever et à venir rejoindre l'un des micros qui est dans les allées de l'amphithéâtre. Donc, si vous avez une question pour Sama Karaki, je vous en prie, levez-vous et approchez-vous des micros. On a le temps pour une ou deux petites questions. Et je suis en train de me dire qu'on aurait pu aujourd'hui mettre un compteur en place pour voir combien de fois on va dire le mot Donald Trump. Donc, première question ici. N'hésitez pas à vous présenter avant de poser la question. Rudy Ruitenberg, enseignant ici à l'école. Très rapidement, juste une remarque, parce qu'en fait, creuser dans l'info, être capable de discuter pendant 1h30, ça suggère de laisser le débat ouvert aux experts. Et ce n'est pas comme ça que la démocratie marche, parce qu'on a besoin de tout le monde comprend un peu tout. Oui, alors il n'est pas nécessaire que ce soit des personnes expertes, ou en tout cas chercheuses. Hein. Creuser un sujet, on peut le faire avec nos proches, on peut le faire avec des personnes, je pense notamment à la tentative d'humaniser des ouvriers ou des ouvrières dans une production cinématographique récente. Je pense qu'on aurait pu donner la parole à ces personnes d'une manière beaucoup plus complexe. Donc, en fait, je ne pense pas que l'expertise signifie d'avoir des diplômes, d'être dans un crédentialisme. Mais par contre, on peut challenger toute pensée. Toute pensée, hein, je veux dire, toute pensée, elle a une capacité d'être complexe. Et dans le cerveau, d'ailleurs, il n'y a pas les phénomènes de résolution d'incertitude, qui est de passer d'un point incertain à un point certain. C'est le même phénomène que vous utilisez pour faire vos études, pour résoudre un problème de plomberie chez vous, pour apprendre un nouveau mot, pour créer de l'art et pour faire de la science. Il n'y a pas des cerveaux matheux, des cerveaux scientifiques et tout ça. Par contre, au contraire, je pense à des problématiques comme générationnelles ou des problématiques, par exemple, liées au voile ou à plein de sujets dans lesquels les personnes concernées ne sont pas présentes. Donc, on n'a jamais accès à la complexité de leurs idées. Et donc, voilà, l'idée, ce n'est pas d'avoir des experts, mais c'est d'avoir des personnes qui sont en capacité de penser en live face à moi. Parce que la pensée, c'est complexe. Parce que justement, la nuance est complexe, mais de dire, attends, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être que je peux nuancer un tout petit peu. C'est ça, et ça prend du temps que ça arrive. Et je vais faire l'équivalence de ce phénomène dans lequel on est dans la chaleur, comme si en fait ça cuit, et puis au bout d'un moment, ça commence à prendre une sauce, dans le jeu de l'enfant. Le jeu de l'enfant commence par une hésitation, chacun veut faire son idée, et puis ça prend du temps, hein, c'est pour ça laisser les enfants autour de vous jouer longtemps, parce que c'est au bout d'un moment qu'on rentre dans cette relaxed alertness qu'on caractérise dans le circuit du cerveau, qui est un état de familiarité et d'absence de l'intérêt du jugement, avec une anxiété de gagner quand même. Voilà. Donc vous voyez, cet état, il est caractérisé dans le cerveau. Il existe aussi dans le cerveau des personnes qui improvisent au jazz. Ils sont, voilà, donc c'est le même état. Et ça, on peut l'expérimenter dans une conversation, mais ça demande un certain temps avant que ça puisse se dégager. Ou dans l'humour, pardon, juste je termine peut-être sur l'idée de l'humour, on parle de pacte humoristique dans une salle, avant que je puisse faire des blagues qui peuvent être jugées racistes, homophobes, antisémites, islamophobes, il y a ce pacte humoristique qui se produit parce que ça fait 25 minutes qu'on est ensemble. Et au bout d'un moment, il y a cette confiance que nous partageons qui me permet d'aller plus loin. Voilà, c'est un peu le même principe. Bonjour, merci. Je suis arrivé un peu à la fin, mais j'ai capté le sens de votre propos et je me présente, je suis Serge Antoine Dongo-Mesatio, ancien journaliste, mais donc passionné par le thème. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on organise cet événement, j'aime être là. Alors,
Si vous avez remarqué, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, il y a un beau débat sur la France 5 qu'on appelle c'est à quelque chose, là, le soir. Et il y a un spécialiste, Pascal Boniface, qui a fait des critiques parce qu'on ne l'invitait plus. Et souvent, nous... Parce que, pardon ? Qu'on ne l'invitait plus sur les plateaux oui. pour débattre. Donc je crois que ce que vous dites me touche particulièrement parce que quand on parle de l'Afrique, par exemple, je suis camerounais, on se dit que souvent qu'on aimerait avoir des spécialistes un peu plus dans le débat pour nuancer. Et donc, cette question de la nuance-là est vraiment prégnante par rapport à cette façon de traiter l'information. Donc, je crois que votre propos est vraiment tombe à point parce qu'il faut être en mesure d'apporter des différents angles de la facette, des différentes facettes du problème pour que le public soit vraiment édifié. Mais quand on est entre soi, quand vous voyez le débat de plus en plus orienté pour être un peu tous d'accord sur le propos qu'on est en train de développer, pour quelqu'un qui a un peu le regard de journaliste, ça pêche. Voilà, merci. Alors, je vais évoquer un biais, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle le biais Dunning-Kruger. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez ? Non. Okay. Donc, c'est un biais qui est très satisfaisant, en fait, une fois qu'on le voit. C'est une courbe. Le degré de connaissance que vous avez dans un sujet et le degré de certitude est tout à fait lié au degré de confiance. C'est-à-dire, plus vous ne savez pas grand-chose sur un sujet et plus vous êtes confiant. Et on appelle ça « the peak of Mount Stupid ». C'est le niveau de confiance. Un peu les ados, peut-être, vous voyez, je suis très certain. Donald Trump, comme ça, ping. Un haut niveau de confiance qui est en fait tout à fait lié au fait qu'on ne connaît pas la complexité du sujet. D'ailleurs, je pense que c'était aussi une stratégie de sa campagne de le laisser un peu dans ce niveau de confiance, donc de ne pas trop creuser le sujet. Et après, on a ce qu'on appelle la vallée du désespoir. C'est quand on réalise que ça a l'air plus compliqué que ça. Et cette vallée de désespoir, soit on a un refus de ce sentiment de malaise parce qu'on baisse en confiance, soit on a une forme d'aimer. Ce que vous appelez curiosité aussi, c'est la même chose qui se passe dans le cerveau, c'est accepter le fait que nous sommes dans l'ignorance. Voilà, donc c'est une théorie de la connaissance aussi, d'accepter qu'on ne sait pas. Alors peut-être que nous sommes dans une culture qui valorise beaucoup plus la confiance que l'amour que nous pouvons avoir pour en fait ne pas savoir, pour l'ignorance. Vous voyez, c'est-à-dire que à la fois, nous disons, nous voulons de la nuance et nous voulons à la fois, en fait, on vous dit, peut-être, jeunes, qu'il faut avoir confiance en soi. En fait, il ne faut pas, surtout n'ayez pas confiance en vous si vous n'êtes pas en connaissance du sujet. Et on peut très bien avoir de l'estime de soi, tout en étant en capacité de dire, je n'ai pas assez de confiance dans ce sujet, je laisse la parole ou je vous dis en précisant mon degré de confiance. Donc voilà, comment faire pour à la fois inviter à la nuance en pleine culture de développement personnel. C'est ça le grand enjeu. On aurait pu peut-être appeler ça comme ça. Parce que développez-vous et faites attention à vous, à votre corps et à votre santé, mais ne vous aimez pas trop. Voilà, c'est un peu ça ce que je veux dire. On n'est pas si brillant qu'on le pense. Et il ne faut pas s'écouter autant qu'on vous invite à le faire. Parce qu'on est très jeune pour qu'on fasse confiance en soi. Un grand merci, Sama Karaki. Merci à nos étudiants. On les applaudit.